Nous avons avec nous Bénédicte Durand-Deloche, qui est la directrice générale du coup de Alteora, comme je disais, qui est une très belle ETI industrielle familiale en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle réalise 50 millions d'euros de chiffre d'affaires avec le soutien et l'engagement de 300 collaborateurs au service d'une industrie performante, durable et responsable. Bénédicte, tu es aussi la coprésidente en Auvergne-Rhône-Alpes de l'IFA, dont j'ai le plaisir et l'honneur de saluer notre chère Karine, ici présente, qui est la directrice générale de l'IFA. Merci en tout cas Karine pour être avec nous. Nous avons à tes côtés, ma chère Bénédicte, Evelyne Barbero, directrice générale du groupe EGPA, une autre ETI industrielle familiale en Auvergne-Rhône-Alpes. 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, 230 collaborateurs, dont 10 personnes de la famille, au service de l'économie circulaire dans le recyclage de plus de 24 000 véhicules par an. Tu as été aussi lauréate de la cérémonie des héros de l'entreprise du futur en 2022 dans cette catégorie qui est celle de l'engagement, et tu as reçu à l'occasion de cette soirée le prix coup de cœur du public. Nous avons aussi avec nous Frédéric Girardon, qui est le directeur général de Big Mat Girardon Matériaux, une autre ETI familiale de la région dans la distribution de matériaux de construction, 160 millions d'euros de chiffre d'affaires avec l'engagement de 470 collaborateurs qui proposent d'accompagner dans leurs projets les professionnels du bâtiment, les particuliers, en plaçant l'humain au cœur de l'interaction. Et bien sûr, nous avons notre chère marraine, Cathy Verquin, directrice régionale de la Banque de France Auvergne-Rhône-Alpes, marraine de cette table ronde. Et tous deux, ma chère Cathy, je suis très heureux quand même de le partager, engagée dans l'association de l'Alliance pour la mixité en entreprise. Donc merci encore de ta présence. Ce que je veux vous proposer, c'est qu'on puisse partager ensemble vos retours d'expérience et vos défis quand on parle gouvernance, quand on parle transformation écologique. Ma chère Bénédicte, je me permets de démarrer avec toi, puisque quand on a préparé cette table ronde, tu m'as dit « Ah, il y a le vademecum de l'administrateur qui vient de sortir au sein de l'IFA. Dedans, on parle gouvernance, on parle transformation écologique. Qu'est-ce qui se dit dans ce nouveau vademecum et comment ça s'incarne chez Alteora, cette association entre gouvernance et transformation écologique ?» Alors, je vais démarrer différemment, en fait, Albert. Vas-y, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais qui est né il y a 300 ans, un mois et un jour? Non. C'est pas préparé, hein, désolé. Je ne sais pas du tout. Adam Smith. Et Adam Smith, il prône quoi? Une économie libérale, la quête d'une performance financière. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Ça fait 300 ans qu'on vit ça. 300 ans. Je crois qu'on est à l'aube d'une révolution où devant financier, on va mettre extra-financier. Voilà, ma petite question du jour. Je suis complètement d'accord. Donc l'IFA, évidemment, ce vademecum, page 125, je crois, on parle de l'extra-financier, à peu près. L'IFA que j'ai l'honneur de présider, de coprésider avec Laurent Fiard, ici présent, qui a enlevé sa belle chemise. À l'IFA, on prône une gouvernance durable avec une proposition de valeur, évidemment, et une proposition de responsabilité. On prône des notions de gouvernance. Alors, ce que je dis souvent, ce qu'on dit souvent avec Laurent, la gouvernance, on en fait tous sans le savoir. Un conseil d'administration, on n'en a pas forcément tous. Un conseil stratégique, on n'en a pas tous. Mais des comités de direction, des réunions avec des copains, des partages, on en a tous. Ce que tu fais, ce que vous avez fait cette dernière année avec l'évolution d'entreprise du futur, c'est une forme de gouvernance. Tes réunions avec Laurent, c'est de la gouvernance. Donc, au travers de l'IFA, c'est ça va être de partager, surtout au niveau régional, des bonnes pratiques, évidemment, un peu de formation, parce que ça ne fait pas de mal parfois d'être un peu déformé. Et puis, à un moment donné, aussi des think tanks pour, voilà, comme Kevin, nous apporter des inspirations, des moments, des réflexions, et j'insiste toujours sur cette notion de partage. Chez Alteora, moi, ce qui m'importe, déjà, évidemment, j'ai changé le nom du groupe. Donc, en changeant le nom du groupe, j'ai donné un symbole très fort sur des valeurs. Et à mon sens, là où on doit s'engager, c'est une vision à 2030 dans un premier temps. Mais moi, j'aime bien aller voir plus loin. Je ne suis pas très grande, mais du coup, je mets des talons pour aller voir loin, pour voir à 2050. Et ce que je veux à 2050, c'est apporter un rêve de valeur. Et ce rêve de valeur, je veux qu'il soit construit sur un socle où on soit un groupe responsable, évidemment, et qui allie une performance économique, une performance écologique, et sociétale. Donc ça, on le travaille de plein de manières différentes, avec un conseil d'administration, des collaborateurs, etc. On a engagé 10% des effectifs du groupe dans cette réflexion. Parce que toute seule, je ne vais pas faire grand-chose, évidemment. Et ce qui m'intéresse là-dedans, là où je voulais en venir, en fait, c'est l'alignement. Moi aussi, j'ai besoin de sens, on a tous besoin de sens, on en a besoin aussi en tant que dirigeant. Et finalement, c'est comment je vais aligner entre le top, le conseil d'administration, l'exécution qui est faite par nos collaborateurs, ce truc au milieu où on essaye de servir en tant que dirigeant, comment on aligne tout ça, et comment en fait finalement on passe de 2050 à 2030, et puis finalement à 2023, 2024, 2025, avec des petits pas,
Moi, je suis j'aime beaucoup cette théorie du test and learn. Donc, on le fait énormément dans le groupe parce que je considère, voilà, des petits pas. Quand ça va pas, alors j'aime bien les pas de côté aussi, mais ça twist, voilà, ça permet de twister un peu. Mais on essaye des petites choses à notre échelle, avec nos humbles moyens. Et souvent, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est ça qui apporte du sens aussi à nos collaborateurs. Et c'est ça qui apporte de la performance in fine, qu'elle soit extra et financière. Merci Bénédicte. Frédéric, tu nous partageais que la RSE, c'était une formidable opportunité pour se repenser, mais qu'il fallait quand même avoir un peu les pieds sur terre et être réaliste. Pas tout le monde est prêt pour ça, et on va avoir un temps très court pour le faire. Comment ça s'incarne chez Big Mat et comment on fait chez toi? Il y a un calendrier qui existe sur On va voir affiché à l'écran et qui va apparaître. Et nous, il y a 3 ans, on s'est posé la question de savoir, on entendait parler de RSE, alors on est déjà allé voir ce que ça signifiait sur Internet, et on a nommé dans ce cadre-là une directrice donc, du RSE, à qui on a demandé déjà de faire le point, où on en était. Et puis, les premières réponses ont été plutôt de nous dire, mais en fait, vous faites plein de choses depuis 20 ans, depuis 30 ans, et ça nous a permis de mettre des mots en fait sur toutes ces actions et de structurer la démarche. Dans un deuxième temps, on s'est dit mais comment on peut mesurer? Donc on est allé chercher auprès de nos banquiers des labellisations. On est parti avec EcoVadis, mais je pense qu'il en existe un certain nombre, donc ça c'est pas le sujet. Et puis un jour le score est tombé, donc 47 sur 100, donc j'ai pas eu le bac. Et là, elle nous a répondu, mais en fait, vous êtes dans le premier quartile. Alors, en fait, c'est pas la notation qui est importante, c'est le chemin, en fait, que l'on parcourt derrière. Et ce qui nous a permis en comité de direction, donc le RSE, pour moi, c'est d'abord du partage, que chacun des membres du comité de direction s'écrive des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Et en fait, c'est l'ensemble de l'entreprise qui est emmené sur ce sujet du RSE. Donc, après, ça nous a défini un certain nombre, on appelle ça des épisodes chez nous, que l'on partage sur un blog au sein de l'entreprise et qui a permis de balayer plein de sujets. Alors, des trucs très, très basiques, mais aussi des sujets RH comme la parité. Alors, c'est pas simple dans le bâtiment d'aller chercher la parité. Déjà parce qu'il y a des freins chez les candidates. Disent on ne peut pas venir travailler au contact du bâtiment, ce qui est une erreur. On a des très belles réussites comme responsable d'agence, responsable de parc ou autres postes. Et on allait un petit peu plus loin sur le sujet de l'éthique. On avait un problème d'homophobie, de sexisme, de racisme, surtout dans le bâtiment où c'est quand même c'est complexe. Et en fait, on s'est dit, mais on va l'afficher auprès des clients. Donc on a une chaîne de télévision en interne, donc dans chacune des agences. Donc on a 60 écrans de télévision qui produisent en temps réel. Et donc on a affiché qu'on était contre le racisme, qu'on était contre l'homophobie. Alors on s'est dit, qu'est-ce que ça va donner? On s'est dit, on va avoir des réactions un peu épidermiques, et c'est pas le cas en fait. Et ça permet de se différencier auprès des clients, de dire, ben voilà, nous, ce qu'on est et où on veut aller. Alors après, je vous parle pas... Il y a un peu d'opportunisme sur tout ce qui est photovoltaïque. Effectivement, avec les hausses des énergies, ça nous a un peu contraints, mais finalement, c'est une très bonne chose. Voilà, en fait, c'est plein de choses. Mais le message que je porte et qui n'est pas toujours partagé, c'est que certains prônent plutôt de prendre un sujet à la fois. Et je pense que quand on est une ETI un peu structurée, on peut donner plein de directions à cette démarche-là et aller un petit peu plus vite. Le tout, en tout cas, c'est de créer sa saison Netflix Allez. Avec différents épisodes. Ça, c'est important. En quelque sorte, oui. Après, pour échanger avec... on est à la tête de Big Mat, donc on fait 1,3 milliard. Ce sont des adhérents, en fait. Et pour échanger avec d'autres ETI et puis même d'autres mondes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de retard. Et tout le monde n'a pas pris la conscience du sujet et du calendrier, mais je pense que Cathy en parlera tout à l'heure. Pour arriver où on en est, nous, et c'est pas on a commencé à avancer. On n'est pas encore sur le sujet carbone. Encore du boulot, quoi. Et autres, il faut s'y mettre maintenant. Il faut se mettre sur le chemin, tout de suite. Et je trouve que l'environnement des conseils, expertise comptable, etc., ils découvrent en même temps que nous ce sujet-là. Et c'est eux qui doivent nous emmener. Alors, je sais que la Banque de France a un peu porté le sujet auprès des banquiers. Certains banquiers
nous accompagne aussi et on découvre quelquefois qu'on peut se décaler de 1 point sur des emprunts, enfin sur des taux d'emprunt. Donc penchez-vous sur ce sujet-là, hein, sur certains financements. Mais pour moi, il faut transformer ça en positif. Et on le voit, nous, au niveau le fait d'attirer les talents ou de les retenir, ça fait sens parce que sur un même poste, à même salaire, ben aujourd'hui, si vous présentez votre rapport RSE, que vous en parlez et que ce n'est pas du greenwashing, c'est une réalité dans l'entreprise, ben en fait, c'est gagnant. Et le problème du turnover, vous ne l'avez plus. Merci Frédéric. Evelyne, je voulais te proposer de rebondir par rapport à ce qui s'est dit. Tu nous disais qu'une transformation écologique associée à une gouvernance familiale, ça se structure. Comment vous faites chez GPA pour structurer cette gouvernance familiale, notamment avec un projet qui est de devenir entreprise à mission? Bonjour à toutes et bonjour bien, le micro bien proche. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, pour éclairer un petit peu donc, le contexte, nous sommes dans l'économie circulaire depuis 1962, puisqu'on distribue la pièce de réemploi depuis ces années-là. Et notre activité, elle est vraiment au cœur des questions sociales, sociétales et environnementales. Donc à partir de là, on a réfléchi en famille, puisqu'en fait, effectivement, on est 10, deuxième génération et troisième génération à travailler donc à GPA. On s'est dit, mais comment envisager le futur? Donc on a structuré notre démarche autour de 6 piliers. Donc notre démarche RSE. Donc le premier, effectivement, c'est promouvoir l'économie circulaire, travailler sur la valorisation des déchets, la gestion des déchets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un véhicule est recyclable à hauteur de 99,7%. Donc peu de gens le savent. Nous avons eu un deuxième pilier sur lequel on a beaucoup travaillé. Et pour exemple, lorsqu'on a construit notre usine qui a ouvert en 2019, donc de 17 000 mètres carrés. Hein. Donc ce sont une chaîne de démontage de véhicules en fin de vie, à l'inverse d'une chaîne de montage. Tous nos process ont été pensés avec... on a mis l'homme au cœur des process. On a beaucoup travaillé sur l'environnement, sur la conception donc du bâtiment avec de la lumière naturelle. On a mis du bois pour réchauffer l'atmosphère. On a fait venir un collectif de street art qui nous a permis de mettre de la couleur. On a aménagé tous les postes, hein, bien sûr, pour la sécurité au travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de charges lourdes. Nous avons installé un terrain de pétanque, un terrain de basket, un terrain de sport, une salle de sport, une salle de repos. Tout ça, effectivement, pour attirer des talents, parce que à l'époque, la casse auto à Livron-sur-Drôme, ça ne fait pas rêver, mais une usine de recyclage, de démontage, ça nous a permis de recruter. On a beaucoup embauché des ingénieurs méthodes, ingénieurs environnementaux. Ils ne seraient pas venus autrement. Et aujourd'hui, nous avons été labellisés Great Place to Work, donc ça c'est super. Nous sommes industrie du futur également avec notre usine. Donc ça c'est des points importants, ça nous permet donc d'assurer notre développement. Nous avons également d'autres piliers tels que l'ancrage sur le territoire, donc ça c'est hyper intéressant. On travaille avec des associations comme l'association de BioVallée, hein, qui est un écoterritoire de référence, hein, sur la préservation et la valorisation des ressources naturelles. Nous travaillons également sur des sujets de réinsertion. Nous avons créé également un CQP de démonteurs automobiles, hein, ça n'existait pas. On pense que le développement de l'entreprise a vraiment une émulation virtueuse avec les acteurs du territoire. Nous avons également travaillé sur la performance du site, la performance énergétique, environnementale. Donc au-delà de nos 4 hectares de photovoltaïque qui nous permettent de fournir l'électricité des communes de Livron et Loriol, de 5000 foyers, nous installons, et d'ici 2023, fin 2023, ça sera en place, du photovoltaïque, et nous avons eu l'autorisation de mettre une éolienne de 30 mètres de haut plus des pales de 15 mètres pour fournir notre électricité, et on va pouvoir fournir 70% de notre consommation. Nous travaillons également sur des sujets pour une mobilité inclusive. On a des accords avec des garages solidaires, des accords avec les Restos du Cœur pour pouvoir permettre à des automobilistes en difficulté de pouvoir réparer leur véhicule avec de la pièce de réemploi. Toutes les pièces de réemploi, je dirais que la pièce de réemploi, c'est une pièce virtueuse, économique, écologique, sociale. Voilà. Et également, on veut développer la filière industrielle. Nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, il peut y avoir une croissance économique virtueuse en associant avec des actions sociales, sociétales et environnementales. Merci beaucoup, Evelyne. Et on a
3 belles pépites, ma chère Cathy, là, qui nous sont extrêmement déjà engagées. On le partageait un peu en rebond quand on a préparé cette table ronde. De toute façon, si on n'y va pas, la patrouille va nous rattraper. La Banque de France a annoncé la mise en place d'une cotation climat qui va arriver fin 2024, qui va quand même radicalement bouleverser les PME et les ETI, leur potentielle obtention de financement demain. Qu'est-ce qui va se passer dans tous les cas demain, avec notamment aussi l'implication de la Banque de France et en rebond avec ce qui s'est dit? Merci, bonjour à toutes et tous. Alors j'ai quelques slides, si on peut enchaîner. Voilà. Voilà. Alors sur, merci. Bouton vert. Ça marche. Oui, donc juste pour dire sur la gouvernance, pour revenir à ce qui était bien présenté en termes de gouvernance de la transition climatique aujourd'hui, cette gouvernance, c'est pas la gouvernance en matière de ce que l'on présente souvent comme un signe noir, hein, le Black Swan. Le Black Swan, hein, qui a été modélisé, dans les faits, c'est l'événement complètement improbable avec un taux de probabilité très faible, mais des conséquences très fortes, ce qu'on a connu avec le Covid et l'Ukraine. Aujourd'hui, sur le climat, on est plutôt sur un signe vert. Donc, on a un peu changé la couleur du signe, parce qu'aujourd'hui, finalement, cet événement qu'on doit piloter, il y a une probabilité qui est très forte. Je ne sais même pas si on peut encore parler de probabilité, parce que dans les faits, on est déjà dedans, dans les conséquences des enjeux climatiques. Donc, probabilité très forte. On a les liens de causalité, on les a bien. Voilà. Donc, on n'est pas du tout sur le Black Swan, on est plutôt sur un Green Swan. Et là, il faut vraiment que les entreprises se lancent. Et je dirais le bon côté des choses par rapport aux enjeux climatiques, hein, c'est que dans les faits, on n'est pas complètement perdu, dans le sens où on a des solutions, on les connaît, on connaît aussi donc les enjeux, on connaît aussi les outils qu'on peut mettre en place, même si tout n'est pas écrit. Et alors c'est vrai qu'on a la chance ici sur le plateau d'avoir 3 entreprises qui sont très engagées sur les transitions énergétiques, donc on n'a pas à les convaincre, elles sont déjà convaincues nativement, instinctivement. Mais ce que je voulais vous présenter, c'est vous dire que finalement, si ce n'est pas le cas, alors je vous promets, je ne vais pas commenter tout le PowerPoint. Parce que sinon, c'est une slide Banque de France, ça, de toute façon. Sinon, on n'est pas couché. Voilà, je vous rassure, je vais tenir les délais. C'était juste pour vous montrer un petit schéma et j'ai pas pu tout mettre sur mon slide. Donc j'ai mis un extrait très synthétique du corpus réglementaire qui est en train de se mettre en place. Donc si vous n'êtes pas convaincu par la nécessité de piloter, de vous engager sur la transition climatique, il y en a d'autres qui pensent pour vous. Qui pensent pour vous déjà au niveau international. C'est important de le dire parce que parfois j'entends à quoi ça sert qu'on se lance dans la transition écologique, on représente 1% ou 2% des émissions de GES ou de l'empreinte carbone selon l'indicateur qu'on prend. Donc à quoi ça sert? Non, ça sert puisque au niveau international, au niveau FRS, et donc on a un pendant IASB qui se lance sur le sujet, en fait il y a une coordination qui est en cours de mise en place et en plus pilotée, on va faire cocorico, par un chef d'entreprise bien connu, Emmanuel Faber, hein, qui est aux manettes. Au niveau européen, alors c'est tout le pavé que vous avez en dessous avec les couleurs bleu, rose, bleu ciel et vert. Ça, c'est le corpus réglementaire européen qui est en train de se mettre en place. La SASRD, pour ceux qui le savent, la taxonomie. Donc ça va venir très vite. Hein. Ça remplace une réglementation déjà existante et petit à petit, on va descendre très fin sur les entreprises, plus de 500, plus de 250, même les plus petites entreprises cotées qui vont être concernées par la CSRD. Alors vous êtes en train de vous dire, moi je ne suis pas concernée, je ne suis peut-être pas dans le seuil. Alors pas de chance parce que si vous avez recours à des financements, vous avez une autre réglementation pour les gérants d'actifs et les investisseurs qui s'appelle donc la SCFDR qui va effectivement les concerner et par rétropolation vous concerner. Et puis en fait, vous dites oui, mais moi finalement j'ai pas recours à ce type d'investissement. Et en fait, vous allez aussi vous faire rattraper par la patrouille avec le pavé vert, hein, puisque là aussi on a une réglementation au niveau international, c'est BAL, au niveau européen, qui est en train de se mettre en place pour flécher les financements des banques vers des financements plus verts. Donc en fait, on se fait rattraper à tous les niveaux. Et puis donc par rapport à ce slide déjà très copieux, j'aurais pu rajouter la réglementation française, voilà. Et puis effectivement à la Banque de France aujourd'hui, on est en train de travailler sur un indicateur climat. Alors il est au four, il est en train de cuire. On est en version pilote. Alors je suis sûre dans la salle, certains d'entre vous ont été sollicités par des collaborateurs de la Banque de France. On va tester sa robustesse en interrogeant 550 entreprises pour vraiment fiabiliser le mode opératoire. Et comme tu le disais, effectivement, sous 1 an ou 2 maximum, selon les tests et la pertinence de nos tests, on sortira un indicateur climat. Vous connaissez la cotation Banque de France, bien à côté, il y aura un petit piou-piou vert qui sera votre indicateur climat qu'on va sortir dès qu'on aura testé et modélisé parfaitement le process.
Dernière chose, et je vois que le temps est quasiment fini, là aussi, même si vous avez échappé à tout ce que je vous ai dit là, vous échapperez pas forcément à vos clients fournisseurs. Et là, il y a quelques jours, j'ai eu une intervention assez inspirante d'un patron assez connu, Alexandre Bompard, chez Carrefour. Par exemple, dans son plan climat, je suis allée le voir, c'est assez passionnant. En 2026, il a annoncé que les 100 entreprises fournisseurs, ses principaux fournisseurs, s'ils n'étaient pas alignés sur un plan climat 1.5, en gros, ils seront blacklistés en 2026. Voilà. Donc en fait, dans les faits, on voit bien qu'aujourd'hui, soit on est convaincu, soit on sera de toute façon entraîné envers et contre tout. Merci à tous les quatre et je voudrais vraiment, on a dépassé un tout petit peu le temps, mais je voudrais vraiment prendre 15 secondes avec chacun d'entre vous pour que vous puissiez nous partager l'opportunité, le ROI qui est pour vous le plus important ou les deux qui sont le plus importants dans votre démarche. Evelyne, si tu veux démarrer. Comme je disais tout à l'heure déjà, le ROI, concernant le recrutement, on a très peu de problèmes de recrutement. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important parce que la croissance est rapide. Pour recruter quelqu'un aujourd'hui, il nous faut à peu près un mois et demi, pas plus. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et des opportunités de croissance incroyables parce qu'avec le recyclage et la valorisation des matières, tout s'ouvre actuellement. Génial. Frédéric, les opportunités, les ROI que tu vas chercher. Là où on était plutôt sur une croissance de maillage, on a décidé d'être, avec mes frères, puisqu'on est 3 à gérer la société, d'aller chercher plutôt de la croissance dans des métiers connexes, enfin des marchés connexes. Et on pense qu'on peut être porteur du changement dans le bâtiment, notamment sur les produits structurants, les produits d'isolation. Et on a 2-3 cibles, je vais m'arrêter là. Mais pour toi, l'enjeu, c'est la diversification, c'est une opportunité. Oui, tout à fait. Parce que la société est en train de changer. Les aides, là, ils ont des attentes et il va falloir y répondre. On ne peut pas les mettre de côté. Je sais que tu me partageais effectivement que vous faisiez des réunions où il y avait toute la famille jusqu'à 9 ans, je crois, le plus petit à 9 ans quand vous faites. Alors, il a grandi, mais c'est entre 12 et 32 ans. Donc, on a d'ailleurs une réunion lundi des actionnaires, alors qui sont pour la plupart dormants. Mais il y en a un qui est actif puisqu'il nous a rejoint il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on leur laisse la parole et effectivement, ça remet un peu en perspective ce qui va se passer dans les 20 ans, 30 ans qui arrivent. Que cette transformation, c'est aussi une opportunité de transmission familiale. C'est aussi un bon moyen de préparer aussi la future transmission. Ça, oui, si c'est un message, c'est quelque chose qu'on a démarré il y a 4 ans. Nous, la société a été transmise à ceux qui ont 12 à 32 ans. Donc aujourd'hui, on est sur le coup suivant. On est en train de préparer leur futur. Génial. Bénédicte. Peut-être pour, évidemment, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur mes copartenaires d'aujourd'hui. Moi, c'est surtout, en fait, c'est pour moi l'opportunité. À mon sens, on va traverser une nouvelle révolution industrielle. Donc, c'est des opportunités, donc c'est du business. Moi, j'adore les principes de sérendipité. Et en fait, c'est comment on va faire pivoter le groupe à horizon 2050 pour rejoindre la trajectoire SBTI avec une nouvelle proposition de valeur, évidemment, pour nos clients, pour nos fournisseurs et pour nos collaborateurs. Donc, du business, des opportunités et plein d'étoiles. Cathy, pour clôturer cette table ronde. Alors moi, je vais finir sur un message peut-être moins fun. Je vais revenir sur le prisme financier habituel de la Banque de France. Avant de parler du ROI, il faut le financer. Il faut financer les investissements. Et donc, quand même, un message d'espoir. Vous avez vu pas mal de chiffres circuler en milliards sur le financement de l'investissement climat. Je ne vous les certifie pas à 1 milliard près, mais on est à 500 milliards par an au niveau Union européenne, à peu près 70 milliards dans notre quote-part française. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque année, aujourd'hui, si on enlève l'année bizarre de 2020, on a un excédent d'épargne par rapport à l'investissement, déjà structurel, de 2 à 3%. Et 70 milliards, c'est 2 à 3% de points de PIB. Donc le financement, l'argent, on l'a pour financer la transition climatique. Super, merci. Tu voulais rajouter un mot? Oui, plein de publications à l'IFA, si vous voulez. En fait, tout ce que dit Cathy, on essaye de le retraduire. Karine qui est là, n'hésitez pas, parce que voilà, on essaye de faire quelque chose qui soit un peu plus digeste. Moi, j'aime bien, on découpe l'éléphant, voilà, on essaye de faire quelque chose un peu plus accessible. Non, on a des publications très digestes à la Banque de France. Bien, merci à tous les 4. Je récupère les...